Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre, vous êtes président du Conseil constitutionnel et surtout président, vous l'avez été, de la COP21. Et vous dites, presque 5 ans après, le bilan, on va voir des images quand vous avez brandi ce marteau pour dire le monde va changer. Vous dites aujourd'hui, et on va parler d'un livre qui s'appelle Rouge Carbone, le monde n'a pas changé. Pas assez, pas assez. Oui, on voit les images quand je tape avec mon petit marteau. C'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2015, on avait un sentiment presque d'euphorie, puisque c'était la première fois que tous les pays du monde, tous, signaient un accord précis, 29 articles, 140 paragraphes de décision, pour limiter l'augmentation de la température du climat. Et puis, on est 5 ans après. Il y a des choses qui ont bougé dans le bon sens, oui. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont bougé dans le mauvais sens. Et c'est vrai qu'on ne fait pas assez pour empêcher le réchauffement climatique, qui est une catastrophe absolue. Oui, mais vous dites, au fond, il y a ce différence, ce gap entre les objectifs annoncés par la COP21 et l'inertie, c'est le mot que vous employez, l'inertie des dirigeants. Exactement. En fait, l'accord de Paris, c'était la conjonction entre 3 piliers. Les scientifiques, ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités locales, les particuliers, et puis les gouvernements. Les scientifiques ont continué un excellent travail. La société civile, me semble-t-il, a bougé dans le bon sens. Mais les gouvernements, certains d'entre eux, ont fait machine arrière et n'ont pas honoré les engagements qu'ils avaient pris. C'est le cas notamment de Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump a une responsabilité extrêmement lourde parce que en disant « je sors de l'accord de Paris », alors que les États-Unis, Obama l'avait signé. Non seulement c'est négatif pour les Américains, mais c'est une espèce de signal donné à d'autres pays de dire, bon, à partir du moment où la première puissance technologique du monde et économique du monde n'est pas d'accord, sort de l'accord de Paris, moi je peux faire la même chose. Oui, c'est ce qu'a fait Bolsonaro au Brésil. Bolsonaro, c'est ce que fait en Australie et dans d'autres pays. Bon, qui le font peut-être moins spectaculairement que Trump, mais qui le font aussi. Or, on a besoin, c'est une course contre la montre, la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que, au moment même où nous parlons, il y a du CO2 qui est émis dans l'atmosphère, et quand il est émis dans l'atmosphère, il ne redescend pas. Oui. Il y reste pendant 100 ans. Oui. Bon. Et donc, petit à petit, on a les catastrophes qu'on a, c'est-à-dire pas simplement l'augmentation de la température, mais les sécheresses, mais les inondations, mais l'extrémisation des phénomènes. Et l'accord de Paris dit on n'augmentera pas de plus de 1,5 degré ou 2 degrés la température à la fin du siècle. Là, on est sur une pente, selon les spécialistes, entre 3,5 degrés et certains disent 7 degrés. 7 degrés. Ce qui serait une catastrophe. Vous dites, Monsieur Fabius, vous dites au fond, là, il va y avoir le débat Biden-Trump demain. Vous dites au fond, chaque Américain entre ses mains, par son vote, une part de l'avenir de toute l'humanité. Mais c'est vrai, parce qu'évidemment, ce sont les Américains qui votent. Mais Biden, lui, a dit « je réintègre l'accord de Paris et j'agirai contre le réchauffement climatique ». Trump dit « c'est un canular ». Et à partir du moment où on aura les résultats, si c'est Trump, du point de vue climatique, c'est catastrophique. Si c'est Biden, d'autant que la Chine est un petit peu en train de bouger, et l'Europe aussi, là, ça introduit une piste d'espoir. Oui. Vous dites, au fond, rouge carbone, parce que c'est le titre de votre livre publié aux éditions de l'Observatoire, c'est ce constat, et vous dites, il est peut-être encore temps. Oui, mais c'est très, très, très urgent et c'est très profond. J'ai choisi ce titre parce que c'est la reproduction d'un tableau que j'ai fait, puisque à mes heures perdues, je peins. Oui, on va voir d'ailleurs derrière vous ce tableau rouge, effectivement. Au moment où je cherchais un titre, il se trouve que j'ai retrouvé ce tableau et je me suis dit, c'est ça, c'est-à-dire le carbone. On imagine tous le carbone noir, charbon, etc. Mais ce qui se passe, si on n'y met pas le haut là et rapidement, c'est que tout ça va devenir embrasé. Et récemment, vous aviez vous-même diffusé sur votre antenne le spectacle de San Francisco, enfin de la Californie qui brûle. C'est exactement ça. Oui, bien sûr. Exactement ça. Et donc, il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est probablement le problème numéro 1 de l'humanité. Parce que nous ne pourrons plus, et nos enfants encore plus, vivre décemment si la température continue d'augmenter. Technologie, finance et justice.
TFJ. C'est ce que vous employez dans ce livre. Oui, c'est le triangle. À mon avis, c'est un des triangles fondamentaux. Il faut évidemment jouer la technologie, mais il n'y a pas de technologie miracle. En tout cas, on ne la connaît pas. Finance, parce qu'il faut que les pays riches apportent des financements aux pays pauvres, notamment à l'Afrique. L'Afrique n'a peu de finances, pas de technologie. Elle est la première victime du dérèglement climatique, alors qu'elle n'a aucune responsabilité. Elle émet très peu de CO2. Donc il faut que nous fassions notre devoir. Et puis justice, parce que c'est quelque chose qu'on voit. On n'est pas égaux devant le réchauffement climatique. C'est très inégal. C'est comme, d'ailleurs, de ce point de vue-là, la Covid-19. Oui. Il y a des immenses inégalités entre les régions, entre les couches sociales. Et il faut donc une action qui soit puissante et qui soit juste. Oui, il faut peut-être une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Il faut faire payer. Je veux dire, c'est le ça carbone. aussi. Oui, c'est un constat évident. Si vous voulez qu'il y ait moins d'émissions de carbone, d'énergie fossile, comme on dit, et plus d'énergie propre, eh bien, il faut qu'il y ait un coût de l'émission du carbone. C'est ce qu'on appelle la tarification du carbone. Mais évidemment, ça pose des gros problèmes. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que la tarification soit faite d'une manière telle qu'elle ne pénalise pas les plus pauvres. Oui. Et d'autre part, si en Europe, comme c'est le projet, il y a une tarification du carbone, eh bien, il faut faire attention pour ne pas pénaliser nos industries par rapport aux autres pays hors d'Europe qui, eux, n'auraient pas cette tarification. Et donc, il faut concevoir, c'est le travail qui est en train d'être fait par les Européens, un système aux frontières. Et l'un des points forts de mon livre, Rouge Carbone, c'est de dire, bon, si les États-Unis reviennent dans le bon chemin, bravo. Mais de toutes les manières, c'est avec la Chine qu'il faut travailler. Parce que n'oublions jamais que la Chine est le premier émetteur du monde de CO2. C'est là où plus de 50% du charbon est consommé. Donc il faut, quoi qu'on en pense par ailleurs, que nous travaillions avec la Chine. Et je dis, parce que c'est la vérité, que je n'aurais pas réussi l'accord de Paris si les Américains à l'époque et les Chinois n'avaient pas été au soutien de la démarche européenne et française. Et donc, il faut prendre langue, comme on le fait en ce moment avec les Chinois, pour essayer de bâtir quelque chose ensemble. Oui, il faut une écologie acceptée par les populations. Oui, c'est la question aujourd'hui. On voit les succès écologistes aux élections locales, mais néanmoins, il y a, j'allais dire, des réticences parfois. Bien sûr, parce que ça introduit des modifications dans nos modes de vie, etc. Mais je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il faut un développement qui soit à la fois économique. Il faut créer des richesses, mais en même temps social et écologique. C'est l'écologie que vous aviez prônée lorsque vous étiez vous-même en responsabilité politique. Dans mon livre, j'ai retrouvé dans le temps un certain nombre de déclarations, de positions que j'avais prises et qui prévoient déjà ce qu'on appelle aujourd'hui la social écologie et terme que j'avais déjà utilisé il y a une vingtaine d'années. Oui, aujourd'hui, il y a effectivement ce combat politique pour l'écologie, mais il y a la Covid, il y a cette crise sanitaire mondiale. Oui. Vous dites, au fond, elle révèle, parce qu'on sait les origines de ce virus, elle révèle peut-être justement le mal, et en même temps, elle peut permettre une prise de conscience. Oui, mais j'appelle ça un giga-paradoxe. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe énorme. D'un côté, les gouvernements agissent, et ils ont bien raison de le faire, très puissamment pour éviter les dégâts sanitaires, les dégâts économiques. Donc vous avez ces plans de relance un peu partout par rapport à la Covid. Bon. Mais le réchauffement climatique, si je peux me permettre cette expression, est encore beaucoup plus grave que la Covid. Pourtant, il peut passer à côté. Oui, parce que non seulement il y a des conséquences en termes de mortalité encore plus importantes, mais des conséquences économiques, sociales, et il n'y a pas de vaccin. Et pourtant, on ne fait pas, pour lutter contre le réchauffement climatique, autant que ce qu'on fait pour lutter contre la Covid. Et donc, il faut que dans ces plans de relance, il y ait à la fois la dimension anti-Covid, mais aussi la dimension de lutte contre le dérèglement climatique. Oui, entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Oui, c'est une citation de Général de Gaulle. Voilà. Bon. Donc vous ouvrez votre livre avec une citation du Général de Gaulle. Oui, parce que si on y réfléchit, je trouve que c'est une citation très, très puissante. Possible, impossible, deux lettres, bien sûr, et surtout un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui est l'état d'esprit de l'accord de Paris qu'il faut retrouver et insuffler autour de nous
Quand je dis autour de nous, c'est à la fois les gouvernements, les citoyens, les entreprises, les collectivités locales, tout le monde. Et de ce point de vue-là, le mouvement des jeunes, que parfois on a un peu critiqué. Oui. Non, moi je ne suis pas sur cette Greta Thunberg, oui, mais vous entendez des paroles un peu méprisantes en disant mais qu'est-ce que c'est que cette jeune fille qui ne connaît pas tout, etc. Oui, mais c'est quand même très très important que les jeunes qui sont la clé prennent conscience. Et j'en discutais pas plus tard qu'hier avec le ministre de l'Éducation nationale. Il faut que dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos collèges, on apprenne à nos jeunes la réalité de l'environnement, parce que ce sont eux, ensuite, qui vont instruire leurs parents et leurs grands-parents. Par exemple, si on veut avoir un vrai débat sur le nucléaire, pourquoi pas? Mais savez-vous que dans la dernière étude d'opinion, 70% des Français pensent que le nucléaire émet du CO2. Alors que c'est exactement l'inverse. Le nucléaire a certainement des inconvénients, mais au moins n'émet-il pas de CO2. Donc il faut informer, comme vous le faites. Oui. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Victor Hugo. Citation de votre livre, Victor Hugo. Oui, c'est vrai que Victor Hugo, qui a une prescience de beaucoup de choses, l'Europe unie, etc., avait aussi senti cela, et il avait un lien avec la nature avec un grand N qui était exceptionnel. Il y avait un côté, j'allais dire, mythique et mystique. Oui. Et c'est une belle citation. Oui. Et c'est vrai que... ça fait penser un peu, pardon, monsieur Fabius, à Jacques Chirac, disant la maison brûle et nous ne la voyons pas, nous regardons ailleurs. Oui, ça s'inspire au fond de la même philosophie. D'ailleurs, je pense, d'après ce que j'ai lu, que la phrase de Chirac était issue d'une proposition de Nicolas Hulot, qui lui-même est un grand admirateur de Victor Hugo, comme je le suis, comme nous le sommes tous. Oui. On a célébré le premier anniversaire de la mort d'ailleurs de Jacques Chirac. Oui. Quel souvenir vous gardez de l'ancien chef de l'État, Laurent Fabius? Écoutez, je pense que le principal souvenir, qui n'est pas contesté d'ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui aimait profondément la France. Après, on peut être pour ou contre telle ou telle action. Mais il avait un lien avec la France, avec les Français, qui était extrêmement profond. Oui. Vous, votre lien avec la France. Aujourd'hui, vous êtes président du Conseil constitutionnel. Oui. Je suis sorti de la politique, et je ne le regrette pas. Mais le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une institution à laquelle les Français pensent tous les matins en se levant. Mais vous êtes un des principaux une institution fondamentale. On le voit avec la Cour suprême aux États-Unis, puisque notre rôle est de rappeler aux Français, aux législateurs, qu'il y a des principes fondamentaux, la liberté, l'égalité, la fraternité, toute une série de textes qui sont notre Constitution, et qu'il faut que nos lois soient conformes à ces principes. C'est un rôle de sage, mais de sage actif. Oui. Qui peut dire, au fond, attention, à un moment donné, si des libertés fondamentales sont menacées, il y a... Fixe la ligne jaune. Voilà. Et il y a une ligne jaune. Vous serez le garant de ça. On va avoir une élection présidentielle dans 2 ans. Il y a des risques pour des libertés fondamentales, des libertés constitutionnelles? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour l'élection présidentielle, notamment, c'est nous qui l'organisons, la contrôlons et déclarons les résultats. Mais plus profondément, si vous voulez, regardez ce qui se passe dans certains pays d'Europe. Lorsque un pays, un gouvernement veut prendre ses distances avec la communauté des libertés, eh bien, le premier obstacle auquel il s'attaque, ce sont les juges constitutionnels. Parce qu'il faut évidemment bouger la Constitution si on veut menacer les libertés. Et donc, le rôle du Conseil constitutionnel, tel qu'il l'a acquis à travers l'histoire maintenant, c'est d'être le juge de paix et des grands principes, et de dire ça oui, ça non. Oui, mais on peut voir dans la société aujourd'hui des menaces. On voit l'islamisme, on en parle encore en ce moment, on a vu le terrorisme, on voit un certain nombre de menaces qui vous font craindre, en tant que président du Conseil constitutionnel, que des fondamentaux de la République pourraient être atteints. En tout cas, être extrêmement vigilant, parce que les libertés ne sont jamais définitivement acquises. Il faut donc qu'il y ait des vigies, des gardiens, et nous le sommes. Oui, peut-être un mot sur le Liban.
qui aujourd'hui souffrent, dont le président Macron essaye à sermonner ses dirigeants en disant qu'ils n'étaient pas à la hauteur de leurs responsabilités. C'est très difficile, et d'autre part, je ne porte pas de jugement, bien sûr, sur la politique française, ce n'est plus mon rôle. Mais c'est vrai que le contexte international, depuis le temps où, par exemple, j'étais ministre des Affaires étrangères, a beaucoup changé. J'appelle ça le brutalisme. C'est-à-dire que vous avez, à ce moment, je ne parle pas du Liban, mais vous avez à travers le monde des dirigeants très très puissants qui s'exonèrent des principes du droit international. J'allais dire vulgairement qu'ils s'asseyent sur ces principes. Au Liban, c'est autre chose. C'est un système qui est bloqué et du coup, le peuple souffre. Et donc, la question, c'est comment peut-il être débloqué ? J'espère que ce point d'interrogation sera levé. Oui. Merci beaucoup, Laurent Fabius. Ça s'appelle Rouge Carbone, aux éditions de l'Observatoire. Peut-être encore une citation. Oui. Vous avez de nombreuses citations dans votre livre. Je ne sais pas, Einstein, qui pourrait être, si on l'a traduit en français, pourrait s'appliquer à tous ceux qui veulent faire de la politique. Alors, on peut le dire en anglais et le traduire en français. Et a dit à un moment, « Stay away from negative people. Because they have a problem for every solution. » Restez à l'écart des personnes négatives parce qu'elles posent un problème pour chaque solution. Et moi, j'ai un esprit positif. Oui. Ça a toujours été ça, votre esprit, toute votre carrière? J'ai essayé. François Mitterrand, dont j'ai été très proche, disait souvent avec un peu d'humour, si vous le dites aux gens, aujourd'hui, c'est difficile. Demain, c'est pire. Et je ne vous parle même pas d'après-demain. Il y a peu de chances que vous les entraîniez dans la bonne direction. Donc, il faut être conscient des difficultés, dire toujours la vérité, mais proposer un projet, un dessein. Oui, mais sérieusement, parce que derrière, il peut y avoir la tentation des populistes de tout promettre. C'est ça le danger dans la politique. On revient à Victor Hugo, une autre citation magnifique. Souvent, la foule trahit le peuple. Une belle définition du populisme. Hein ? Magnifique. Merci, Laurent Fabius. C'était un plaisir de vous accueillir. Face au réchauffement climatique, eh bien non, on n'a pas tout fait, comme dirait l'autre. Et donc, il est encore possible d'agir. C'est votre livre d'édition de l'Observatoire. Merci beaucoup, monsieur le président du Conseil constitutionnel, d'avoir été avec nous.